Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Donc nous allons parler maintenant de l'effet Casimir. Alors, considérons deux plaques conductrices parallèles, donc deux plaques métalliques par exemple, qui sont de très bons conducteurs de l'électricité, et parallèles et dans le vide. Donc on a ici deux plaques, ici vues de profil, elles sont comme ça bien sûr, qui sont les conducteurs. On les considère très grands pour ignorer les effets de bord, et avec une distance L qui les sépare, et dans le vide. Entre les plaques, on va avoir des fluctuations du vide pour les photons. Mais quelles fluctuations? Alors, sur les conducteurs électriques, la composante tangentielle des champs électriques s'annule. Sur une plaque conductrice, une plaque en métal, le champ électrique ici s'annule. Parce qu'en effet, les électrons dans la plaque, dans le conducteur sont très mobiles et se déplacent très facilement sur l'effet du champ électrique. Donc les électrons vont se déplacer vers le bas, provoquant un déséquilibre dans les charges électriques. Et ce déséquilibre, plus-moins, dans les charges électriques, va lui-même créer un champ électrique qui va annuler le champ électrique extérieur. C'est un classique de l'électromagnétisme. Les photons sont des ondes électromagnétiques quantifiées, composées d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Et celui-ci doit donc s'annuler sur les plaques. Les seules ondes qu'on peut avoir s'annulent sur les plaques. Donc on peut avoir une onde formée d'une seule bosse, une onde formée de deux bosses, une onde formée de trois bosses, et ainsi de suite. Mais on ne pourrait pas avoir, par exemple, une onde qui serait comme ça, et qui serait non nulle sur les plaques. Donc on va avoir que un nombre entier de bosses de l'onde à l'intérieur des plaques. Et donc, la longueur d'onde de ces fluctuations du vide doit être lambda égale 2L sur n, où n est un nombre entier positif, 1, 2, 3, 4, etc. Si on calcule l'énergie du vide de photons entre les plaques, on va avoir que l'énergie du vide est égale à la somme sur n de nc sur 2L, c c'est la vitesse de la lumière, on prend l'inverse, on fait fois c pour avoir la fréquence, fois h. Alors malheureusement cette somme est encore infinie, comme on l'avait déjà eu dans le cas général. Et parce qu'en effet, à cause du n, ça revient à faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Cette somme est évidemment infinie. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'énergie du vide est différente de l'énergie en l'absence de plaques. Parce que dans ce cas-là, toutes les longueurs d'onde sont possibles, pas seulement avec un nombre entier de bosses. On peut donc essayer de voir quelle est cette différence. On obtient cette différence en faisant somme sur l'infini de C sur lambda fois H. Donc pour toutes les longueurs d'onde, j'ai noté ça comme ça, pour dire qu'on fait la somme sur toutes les longueurs d'onde possibles, même non entières. Et en fait, c'est une intégrale, hein. Bon, peu importe, une intégrale, c'est une somme. Moins notre somme, NC sur 2L fois H. Alors un tel calcul est toujours difficile,
Calculer la différence entre une intégrale et une somme n'est jamais simple. De plus, on sait que ces deux sommes sont infinies. On revient à la difficulté de faire l'infini moins l'infini qui n'a pas de signification. Mais ça, c'est pas grave. Parce que maintenant, on connaît la technique, on peut régulariser très facilement en prenant une longueur d'onde minimale. Et dans ce cas-là, les valeurs sont finies et on peut calculer la différence. C'est pas facile, c'est un calcul assez complexe, mais on peut obtenir cette différence et en faisant tendre ensuite, quand on a fini de faire ce calcul, on fait tendre lambda vers 0 pour le faire disparaître et on trouve alors la différence d'énergie entre l'énergie du vide normal et l'énergie du vide entre les deux plaques. Et chose étonnante, cette valeur est finie. Ça, c'est une curieuse surprise. Surtout que on a beaucoup plus de longueur d'onde possible ici que là. Mais la différence est bel et bien finie. Alors, lorsqu'une force agit sur un objet et le déplace, il fournit à l'objet une déplace d'une distance d, il fournit à cet objet une énergie F fois d. La force fois la force appliquée fois la distance sur laquelle il se déplace. C'est d'ailleurs la définition du travail en mécanique. On peut donc savoir quelles forces vont agir sur les plaques en calculant la variation de delta E avec la distance entre les plaques. On trouve alors une force qui est attractive, les plaques sont attirées par une force, je vais écrire l'expression, c'est pi carré fois h fois c divisé par 240 L exposant 4, donc le carré du carré, fois la surface des plaques. Plus elles sont grandes, plus la force sera grande. Un petit calcul, en connaissant les valeurs de pi, h et c, etc., montre que cette force est vraiment minuscule. Elle est très faible. Elle est même plus faible que le poids d'un cheveu. Il n'empêche que les expérimentateurs sont très habiles, sont capables de faire des expériences d'une très grande précision, et ils ont quand même pu la mesurer. Et non seulement ils ont pu mesurer cette force, mais ils ont pu aussi mesurer sa variation avec la distance entre les plaques. Et le résultat obtenu est entièrement d'accord avec la théorie. Ce résultat, et donc ça c'est l'effet Casimir, ce résultat est souvent présenté comme la preuve de l'existence des fluctuations du vide. Mais maintenant vous le savez, quelles fluctuations du vide? Rappelez-vous qu'il peut y avoir confusion entre deux sortes de fluctuations du vide. Et réfléchissez-y et on en reparlera. D'autres effets peuvent se calculer de cette manière, à côté d'autres méthodes plus traditionnelles dans ce cas-là. Ainsi, les forces de Van der Waals sont des forces attractives entre objets, atomes, molécules, qui contiennent des particules chargées, des électrons, mais qui sont globalement neutres. C'est-à-dire que les électrons compensent la charge des noyaux qui contiennent des protons, et l'atome ou la molécule, globalement, n'a pas de charge électrique. Mais ces objets subissent une force attractive qui peut se calculer à l'aide des méthodes ici. Cette force est très faible, très petite aussi, et elle diminue très vite avec la distance, encore plus vite que la force de Casimir. Mais elles ont quand même une grande importance en biologie, dans les molécules en biologie. Alors dans un atome, les électrons ont certaines valeurs de l'énergie. Et en changeant d'état, ils émettent des rayonnements, selon la règle E égale h nu.
ce qui s'est traduit par un spectre lumineux de ces atomes. Donc quand ils sont chauffés, excités, etc., ils émettent des rayonnements lumineux qui forment des raies lumineuses à des longueurs d'onde bien précises. Donc une série de longueurs d'onde émises par un atome donné. C'est même une véritable signature, une empreinte digitale du type d'atome. Le spectre d'un atome de fer n'est pas celui d'un atome d'hydrogène. Et on peut calculer ce spectre et on constate, dans certains cas, de tout petits écarts entre la théorie simple et l'observation. Cet effet est appelé effet Lamb. Et il est lui aussi dû à ces fluctuations du vide qu'on sait calculer. Donc voilà déjà pour la théorie quantique des champs, on va dire traditionnelle. Dans la prochaine vidéo, on va passer à tout autre domaine. Nous verrons celui de la relativité générale et de l'espace-temps courbe. Je vous remercie.